Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. 60 ans déjà que la Haute-Volta prenait son envol, qu'elle gagnait sa liberté. Que de choses se sont passées depuis cette date du 5 août 1960 à minuit où le président Maurice Dameogo prononçait cette phrase magique. 9 chefs d'État et 4 putschs, une révolution et 2 insurrections populaires auront profondément marqué l'histoire de ce pays qui, pour illustrer la rupture, a changé le nom imposé par le colonisateur pour devenir tout simplement le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais au-delà de ce symbole qui illustre la fierté du Burkinabé, quel bilan dresser de ces 6 décennies de souveraineté internationale? Était-elle réelle ou factice? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial 60 ans d'indépendance qui est aujourd'hui à l'étape de Ouagadougou. Avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Salimata Niébié, secrétaire général du think tank Burkina International et analyste de politique et de programme en gouvernance et sécurité. Bonjour Salimata Niébié. Bonjour. Notre second invité est Yero Boli, haut cadre administrateur civil à la retraite, ancien ministre de l'administration territoriale, ancien ministre de la Défense, ancien ambassadeur en Libye et au Maroc. Bonjour Monsieur Yero Boli. Bonjour Monsieur Foucault. Notre troisième invité est le docteur Rassablaga Sédou Ouedraogo, économiste, chercheur, président de l'Institut d'études économiques Free Afrique. Bonjour docteur Sédou Ouedraogo. Bonjour. Notre quatrième invité est une figure de la musique et de la société civile. Serge Bambaradi Smoké, rappeur, acteur et membre fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen. Bonjour Smoké. Bonjour. Avant de commencer notre discussion, je voudrais exprimer notre désolation, nos regrets aux Nigériens qui nous attendaient à Niamey, avant-hier 3 août. En raison des obligations et des perturbations qu'entraîne cette pandémie du Covid-19, nous n'avons pas pu arriver à Niamey comme prévu. Le vol de transit qui devait nous amener ayant été annulé au dernier moment. Nous le regrettons profondément. Il faut avouer que ce périple des 60 ans d'indépendance s'avère de plus en plus compliqué qu'en 1960 en raison de la situation sanitaire qui impose des annulations de vols en cascade et des fermetures des frontières. On espère néanmoins faire le maximum d'étapes pour dresser un bilan sans complaisance mais sans condescendance des 60 ans d'indépendance. Encore pardon aux Nigériens. Heureux d'être à Ouagadougou malgré le périple. 60 ans après l'indépendance, on en est encore à se poser la question ici de savoir ce qu'a apporté cette accession à la souveraineté internationale. Êtes-vous de ceux-là, Smoké? Vos questions des indépendances, je crois qu'on fêtait le cinquantenaire. J'ai appelé ça 50 ans de dépendance. On fête quoi? 50 ponts, 50 routes ou 50 ports? Je crois que nos politiques d'aujourd'hui en Afrique sont à peu près, ressemblent beaucoup à s'y méprendre aux premiers qui ont bénéficié des indépendances. Je ne parle pas de ceux qui se sont sacrifiés. C'est-à-dire pas les pères de l'indépendance, ceux qui ont succédé à ceux-là. Je parle de ceux qui ont succédé et qui finalement ont été préparés éventuellement à acquérir cette indépendance-là, qui a été la plupart du temps concédée, mais n'étaient pas préparés à gérer cette indépendance-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On a des politiques qui sont préparés à combattre pour entrer dans l'arène politique, pour accéder au pouvoir, mais ils ne sont pas prêts à gérer le pouvoir. Mais c'est quand même grave lorsque 60 ans après, quelqu'un dit c'est 60 ans de dépendance. C'est ahurissant. C'est malheureusement le cas parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a d'abord des questions d'aliénation culturelle, idéologique et tout. Ensuite, effectivement, il y a une sorte de, on va dire, de parrainage qui ne dit pas son nom, et d'infantilisation du continent. Mais je crois que c'est une question de fermeté. On a besoin de politiques fermes, voilà, à l'image de celle qu'a eu à mener Thomas Sankara de 83 à 87. On va revenir là-dessus. 87, ouais. On va revenir là-dessus. J'ai envie de me tourner vers M. Yero Boli qui a traversé toutes ces années et qui connaît un peu ce qui se passait à cette période-là. Lorsque vous entendez un jeune dire ces 60 ans de dépendance, ça ne vous fait pas mal, vous qui avez célébré cette indépendance-là en 1960, ce 5 août? Oui, bien entendu, on peut ne pas être satisfait, mais il faut peut-être jeter un regard un peu vers le passé pour voir d'où nous sommes venus. On a effectivement acquis les indépendances il y a 60 ans. Il y a eu des acquis parce que lorsqu'on regarde à partir de quoi nos premiers dirigeants ont démarré,
Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de structure de santé, il n'y avait pas de route. Oui, mais les gens disent le contraire. Ils disent que sous la colonisation, il y avait des dispensaires, il y avait des écoles, et des écoles de qualité. Oui, mais ce sont des écoles qui étaient quand même rares. Si vous prenez moi, je prends l'exemple de la zone de chez moi, et vous pouviez faire 20-30 km sans trouver une école au temps de l'indépendance. Aujourd'hui, quasiment tous les villages ont une école, au minimum une. J'ai envie qu'on fasse un peu le tour, et je me tourne vers Madame Nebier. Des 60 ans de dépendance, ou bien les choses ont évolué quand même? On nous a donné une illusion d'indépendance, on s'est complu là-dedans. Ensuite, on nous a donné encore une illusion de démocratie, on se complaît encore dedans. Et là, il y a beaucoup de choses qui viennent nous rattraper et qui devraient normalement nous ouvrir les interpeller. Yeux. Et nous ouvrir même les yeux et nous pousser à remettre en cause beaucoup de choses pour pouvoir aller de l'avant. Alors, c'est le moment du bilan, en gros. Du bilan pour redémarrer. Docteur Ouédraogo, pour vous aussi, vous pensez que ça n'a servi à rien? C'est quand même grave, quand on sait l'espoir que suscitait cette indépendance. Regardez les années 50. Qu'étaient les années 50? Il y avait encore la chicote coloniale. Les années 50, c'était avant la loi Gaston Defferre. Il y avait encore cette situation où nos grands-parents, on leur faisait répéter à l'école que leurs ancêtres étaient gaulois avec des cheveux blonds et eux des yeux bleus. Donc, ce que je vais indiquer par juste que c'est quelques faits. Ce qui n'est pas faux. C'est que je crois fondamentalement... je crois fondamentalement que les années 60 ont été une étape, y compris qualitative, qui n'a pas été, contrairement à ce qu'on répète souvent, des octrois. Il y a eu de grandes luttes. Oui, dans des pays comme le vôtre. Dans certaines régions, oui. Non, les luttes ont été multiformes, mais il y a eu des luttes partout. Ici, on a connu de grands résistants, on a connu une grande bagarre pour reconstituer notre pays, DPC pendant la colonisation, y compris la colonie de Haute-Volta éclatée. On a connu de grandes luttes pour que l'indépendance soit effective avec de grands lutteurs comme le professeur Joseph Kizerbo. Ailleurs en Afrique, il y a eu cette permanence. Que nous ne soyons pas satisfaits de ce que nous avons pu faire en 6 décennies après les indépendances est une chose. Mais que les indépendances étaient un moment historique majeur... Un tournant. C'est un tournant, il faut le reconnaître. Sinon, on ne rend pas grâce à Kwame Nkrumah, on ne rend pas grâce à Wezen Coulibaly, on ne rend pas grâce à ces grands hommes qui ont permis d'avoir une étape supérieure dans la marche de nos peuples. Bien. Alors, on va prendre ça de façon ordonnée. On va commencer par le politique, ensuite on fera l'économique, le culturel et le social. Sur le plan politique, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un pays comme celui-ci, où il y a eu au total 9 chefs d'État depuis les indépendances, 9, avec une révolution et 2 insurrections. Qu'est-ce qui a bien marché finalement sur le plan politique, Dr Ouédraogo? La décennie 60 a été une décennie où il y a eu l'insurrection de 1966, qui était une réaction à la gabégie du premier président Maurice Yamiogo, une gabégie financière. Et elle fait écho, la seconde insurrection, qui est celle de 2014, fait écho à cette première, en gros 50 ans après. La décennie 70 est une décennie exceptionnelle d'un point de vue politique, parce que c'est une décennie d'élections démocratiques libres. En 1978, le président Lamizana est ballotté, est obligé d'aller au second tour avec un opposant. Élection exceptionnelle sur le continent, en tout cas en particulier en Afrique francophone. Donc de ce point de vue, le pays était avancé. La décennie 80 a été une expérimentation radicale des idéologies de gauche avec le président Sankara, qui était une démocratie dans le contenu. Ce n'était pas le bavardage politicien, le bavardage sur la procédure démocratique, c'était faire en sorte que l'eau potable, qui est la préoccupation de la majorité des Burkinabés, puisse être une réalité pour cette majorité-là. La décennie 90 a été celle de la réouverture de la démocratie libérale, avec son pendant économique, mais pour rester sur la question politique, ça a été le multipartisme et des grandes luttes dans notre pays, dont le summum a été l'assassinat de votre confrère en 98, Norbert Zongo, qui a eu une énorme contribution à la démocratisation de ce pays, au progrès des libertés civiles. À partir des années 2000, on a une cristallisation donc des luttes politiques sur la question de l'alternance. Et c'est ça qui culmine à la deuxième insurrection en 2014, qui est une insurrection qui ouvre le champ des possibles aujourd'hui au plan politique, mais qui n'est pas non plus un fait univoque. Mais en tout état de cause, je ne crois pas que nous avons connu seulement 2 insurrections. Je vais vous étonner. Il y a une 3e insurrection qui est en cours, qui a démarré en 2016. C'est celle des périphéries. Les périphéries
sahéliennes, pas seulement au Burkina, sont en insurrection. Elles sont en insurrection. Malheureusement, cette insurrection est phagocytée par le terrorisme, par les obscurantismes religieux. De sorte qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une énorme inégalité territoriale entre les centres, à Bamako et l'intérieur du Mali, Ouagadougou et l'intérieur du Burkina Faso, et que c'est les périphériques qui expriment par la violence cette forme d'insurrection qui a un visage hideux, parce que c'est un visage obscurantiste, comme je l'ai indiqué. Tout à fait. C'est aussi un visage terroriste, violent. Avec des assassinats des populations civiles. Mais dans le fond, il y a une revendication légitime dans le fond, qui est mal exprimée. Mais qui est pas par les djihadistes quand même. C'est ce que je vous indique, c'est-à-dire que si vous ne considérez pas que les conditions socio-économiques, le partage de la richesse nationale cette décennie passée a été tellement inégalitaire qu'il a laissé de larges majorités à la périphérie qui ne se retrouvent plus dans la République qu'une ville comme Djibo. Dans la ville de Djibo, Malam Dicko, le premier terroriste burkinabé, le premier mouvement terroriste burkinabé, quel était son langage pour avoir les jeunes du village? Il leur a expliqué, mais figurez-vous que depuis des décennies, le Burkina Faso ne nous a rien apporté comme investissement infrastructurel. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas non plus tout à fait faux. Donc je suis d'accord avec l'instrumentalisation, mais il faut que nous sachions regarder que nos processus démocratiques n'ont pas su créer la question de l'équité et la question de la justice et de l'égalité dans les territoires en particulier. On entend un peu ça partout, M. Hirobolu. Vous partagez ce point de vue? Les populations ne te retrouvent pas dans beaucoup de choses au niveau de l'action du gouvernement. Par exemple, au niveau de la justice leur est inaccessible et pour accéder à cette justice, c'est très long, c'est compliqué, ils ne se retrouvent pas. Il est plus facile pour eux d'aller chez le cadi, c'est-à-dire le juge religieux, où c'est rapidement tranché, ou bien chez le chef, où on applique les coutumes et c'est rapidement tranché, en dehors bien sûr des infractions pénales. Et il y a aussi le fait que l'administration, en allant à l'administration, le paysan va toujours à l'étranger et il tremble en y allant. Parce que si vous voulez un acte de naissance, ce n'est pas facile. Il vous faut un interprète souvent. Et souvent, il faut laisser quelque chose en termes de pourboire pour ne pas dire... La corruption. Oui, la corruption. Pourtant, on pensait que c'était le mal dont souffre le moins le Burkina. La corruption est devenue endémique depuis une vingtaine d'années au Burkina. Même que je sais qu'il y a les jeunes qui s'amusent à dire, au début des années 60, les gens avaient honte de voler. Ils avaient honte de corrompre, ils avaient honte de faire payer certains services. Et dans les années 90, voler, c'était le sport national. Maintenant, on se fait payer même pour voler. Voilà. Comment ça? Je vais dire, on réunit les conditions pour que tu voles. Et quand tu n'arrives pas à voler, on ne comprend pas comment tu n'as pas volé. Tu deviens une exception si tu ne voles pas. J'ai eu l'impression, moi, quand j'observe ce qui se passe, j'ai l'impression que ce qui se passe à côté de nous, dans les pays voisins, a un impact violent sur le Burkina. On a vraiment subi, et à l'intérieur, et aussi, et ce qui se passe ailleurs, ça vient aggraver davantage nos situations. Et le terrorisme dont on parle, ça n'a pas commencé au Burkina, mais c'est venu accélérer des faits sociaux. Il y a une forte influence qui arrive de Oui, c'est venu voisins. accélérer des faits sociaux qui étaient latents ici du fait de toutes ces injustices, cette corruption. Il n'y a pas d'État, des territoires vides laissés aux mains de qui veut prendre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, des territoires sans État. Et aujourd'hui, on est pratiquement au fond du gouffre avec cette histoire de violence terroriste. Les gens, ils ne savent pas où se mettre. Mais on n'est pas seul. On a tué des civils dans le pays. Des enfants auraient été décimés par un engin explosif. Certains ont pu dire ici, et là je me tourne vers Smoké, que c'est finalement le fait qu'on ait fait partir par une insurrection Blaise Compaoré, qui était l'homme fort, que ces djihadistes se sont sérieusement implantés. Que diriez-vous à cela? Est-ce que finalement, on ne regrette pas cette période où il était plutôt dur vis-à-y d'eux? On fait souvent le faux débat. Blaise Compaoré est aussi celui qui a permis aujourd'hui à cette situation de se produire, quoi qu'on dise. Il y a tout un réseau qui s'est installé de clientélisme, de mafia qui s'est installé sous son règne pendant 27 ans. Il y a des aspects positifs, mais cet aspect-là, je pense qu'il est répercuté un peu partout dans la sous-région, il est confirmé. Le tissu de ce réseau existe encore.
il est encore présent. On parle de Moustapha Chafi et autres. Ils sont nombreux, ceux qui ont collaboré avec Blaise. Oui, mais est-ce qu'ils ont encore une incidence ici, sur le territoire, en ce moment? On ose espérer que non. Mais je reste persuadé que l'insurrection de 30 et 31 a été une très bonne chose pour le Burkina Faso, ne serait-ce que pour les questions de liberté fondamentale. Vous voyez l'insécurité qui s'est aggravée après cela, vous êtes toujours persuadé que c'était une bonne chose? Les règles du jeu démocratique, ce ne sont pas les peuples qui les ont édictées. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui les ont adoptés et qui finissent par être les premiers à tricher. À ne pas respecter les premiers à ne pas les respecter. Pris. Donc je pense qu'il y a un signal très fort qu'il faut envoyer. Et ce signal a été envoyé. Ce n'est pas la première fois qu'il est envoyé, mais le signal est suffisamment fort aujourd'hui pour que beaucoup sentent leurs intérêts menacés. Alors lorsqu'on parle du Burkina, à chaque fois, on revient sur la question de Thomas Sankara qui a changé les paradigmes dans ce pays, qui a changé l'esprit, les mentalités dans ce pays. Est-ce que c'était un succès, cette révolution sankarienne, vous qui l'avez vécu, M. Hiroboli? Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, c'est ce qui est arrivé de mieux pendant les 60 dernières années au Burkina Faso? Bien, oui, j'ai vécu, expérimenté, pratiqué la révolution sankarienne sur le terrain. C'est vrai que nous avons fait de très belles choses, de grandes réalisations sur le plan pratique dans les villages, qu'il s'agisse des infrastructures sanitaires, écoles. Enfin, il y avait une très forte mobilisation, il y avait une adhésion des populations qui étaient impliquées dans la conception des projets, dans leur réalisation et dans leur entretien aussi en ce qui concerne les infrastructures. Il y avait véritablement une révolution dans tous les compartiments de l'appareil d'État, révolution du point de vue d'abord des mentalités, révolution du point de vue aussi de la méthode et de l'approche des différents problèmes. Donc, véritablement, il y avait le changement. Mais certains vous disent aujourd'hui, sur le plan économique, ce n'était pas un succès, qu'il y a eu certes beaucoup d'idéologie ici, mais que ça n'a rien apporté sur le plan économique au Burkina Faso. Je vois le docteur Ouedraogo qui est dubitatif, qui réagit. On parle du plus grand homme de notre histoire, du siècle passé jusqu'à aujourd'hui encore, on n'en a pas connu. On parle en réalité du père de la nation. Le Burkina a la particularité que les pères des indépendances, en gros, qu'on a connu, les pères des nations, chez nous, c'est arrivé un quart de siècle après. En 83. En 83. Le baptême du nom du pays, le rebaptême du nom du pays n'était pas juste un acte formel. Ça voulait dire quelque chose. Il a secoué le Burkina Faso, il a créé le Burkina Faso, il a créé les Burkinabés. Et c'est plus fort que... Vous n'allez pas un peu loin, créer les Burkinabés? Absolument. Carrément. Avant Sankara, ce qui c'était, nous étions vus quelque part comme l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. Le Burkina a été disloqué en 1932 et la Haute-Volta a été reconstituée par des luttes en 1947. Quand nous sommes indépendants en 60, nous ne sommes reconstitués que seulement depuis 13 ans. Et donc, ce qui se joue avec Sankara, c'est la possibilité de placer le Burkina Faso sur une carte du monde. Et c'est la possibilité également de sortir du citoyen néocolonial, du citoyen colonial, qui était l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. C'était ça la réalité coloniale. Et nos compatriotes qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire vous le disent très clairement. Ils ne se sont jamais sentis réellement appartenir à une nation entière que quand il y avait ce président. Maintenant, sur le bilan économique, le meilleur indicateur, pour ne pas faire très long, c'est d'arriver à comparer le taux de croissance sous Sankara, pas avec les taux de croissance avant et après, non, ce ne serait pas juste, mais avec les taux de croissance de la sous-région et de l'Afrique. Pourquoi? Parce que la décennie 80 dans laquelle il est arrivé est une décennie considérée par les économistes du développement comme une décennie perdue, parce que c'est une décennie extrêmement difficile, c'est la crise de la dette, les cours de matières premières sont très bas, ce n'est pas les années 2000. Il n'y avait pas l'or comme aujourd'hui. Mais quand vous faites ce calcul, je vous dis que je l'ai fait jusqu'en 2014, la meilleure période en termes de différentiel de croissance par rapport à la région Afrique, à la sous-région UEMOA, c'est le Burkina Faso. Mais ce n'est pas les taux de croissance qui sont réellement la marque de Sankara. Ce qui est la marque de Sankara, c'est de faire en sorte que les politiques publiques servent les majorités. C'est à ce niveau qu'on a connu un contenu lorsque certains vous répondent que sous Sankara, on partageait la pauvreté, et qu'on n'a rien créé véritablement. Personne ne peut vous le croire dans les campagnes où, en 3 ans, on a réalisé l'autosuffisance alimentaire en 1986. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, que les élites des villes, effectivement, considèrent que les progrès les plus importants ne sont pas arrivés sur leur pouvoir d'achat sous la Révolution, encore que ça a discuté. Mais ce que je vais indiquer par là, il y a une rupture radicale que Sankara a introduite. Malheureusement, on est revenu là-dessus, qui est que, dans notre pays, les majorités des campagnes
non droit dans notre système démocratique que quand il faut juste élire le chef. À partir du moment où on a élu le président du Faso, entre les deux élections, ce sont les minorités des villes qui gouvernent. C'est un véritable problème démocratique auquel Sankara avait mis un terme. Hein. Alors, on va parler économie, puisque beaucoup disent, pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait création de richesses. Or, la richesse ici, elle vient d'où? Je ne suis même pas du tout d'accord quand on me dit que le Burkina est un pays pauvre et le Burkina n'a rien. Je ne pense pas. On a décidé que le Burkina était pauvre et on a voulu nous convaincre de vivre comme des pauvres. On pense pour nous comme des pauvres. Le Burkina a beaucoup de ressources. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, il y a des périodes où les gens meurent encore de faim. Donc... Non, je vous explique. On a de l'or. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, le Burkina est un pays qui a été violenté, qui a été divisé, dépecé, reconstitué. Et ensuite, on a vécu les indépendances, même si on l'a vécu avec les autres, mais on l'a vécu pour que les autres puissent se réaliser. La Côte d'Ivoire a été construite par des Burkinabés. En partie, les populations burkinabées ont travaillé en Côte d'Ivoire. Et ils ne peuvent plus revenir. Ils sont restés là-bas. C'est une perte pour notre pays. On a de l'or aujourd'hui. L'or, on ne l'exploitait pas avant. Mais depuis 30 ans, on exploite quand même de l'or chez nous. C'est une richesse. Et des gens sont là, ils s'enrichissent au Burkina. C'est les Burkinabés qui sont restés pauvres. Sur quoi s'appuie l'économie burkinabé pour être indépendante? Qu'est-ce qu'on produit au Burkina? Certains ont dit on continue de produire du coton ici qui n'est pas consommé sur place, qui est vendu ailleurs. Quelle est la richesse du Burkina? La richesse du Burkina, c'est d'abord son potentiel agricole et le potentiel, il existe. C'est vrai qu'il est insuffisamment exploité aujourd'hui, mais il est certain que le potentiel est là. La Varille du Sourou est insuffisamment exploitée, Bagré est insuffisamment exploité. Il en est ainsi d'autres possibilités hydro-agricoles. On constate à l'analyse, en regardant les statistiques, qu'il y a des communes qui avaient peut-être un budget de 30 millions de CFA il y a quelques années, qui se retrouvent aujourd'hui avec plus d'1 milliard de budget. Nous avons connu ce que moi j'appelais une mutation de notre modèle de croissance à partir de 2008. Qu'est-ce à dire? Qu'avant 2008, précisément dans la décennie 90, nous étions un pays avec une économie à base cotonnière qui maillait 5 à 6 millions de personnes. À partir de 2008, il y a une mutation qui commence et ce n'est plus désormais le coton qui domine nos comptes d'exportation, mais c'est l'or. Et l'or devient premier compte d'exportation juste quelques années après 2008. Donc on a un glissement de croissance d'une économie à dominance cotonnière vers une économie à essor minier. Mais est-ce que c'est mieux, puisqu'on dit que c'est ce que je viens l'exploitation de la mine, de l'or, est mauvais pour l'environnement? Le coton non plus n'est pas meilleur pour l'environnement, mais l'exploitation de la mine est pire. Mais c'est une chose importante également à noter, c'est que la base sociale du coton était 5 à 6 fois plus large que la base sociale des mines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros qu'il y avait une population plus grande, 5 fois plus grande, qui exploitait le coton, qui pouvait cultiver le coton par rapport à l'or, y compris en compte l'or artisanal. Ce que ça veut dire donc que si désormais votre principal moteur de création de richesse, d'augmentation des richesses, a une base sociale réduite, ça veut dire que votre modèle économique a une capacité à construire des inégalités qui est plus forte. À la faveur de l'insurrection de 2014, il y a eu un nouveau code minier auquel la société civile a joué un rôle majeur pour son adoption. Ce code minier a instauré un fonds de développement local qui préempte désormais 1% du chiffre d'affaires de chacune des sociétés minière qui travaille dans notre pays et qui l'investit dans ce fonds de développement local pour les communautés. Qui fait donc qu'une commune comme Houndé a reçu cette année pour la première fois, le fonds est opérationnalisé, plus de 900 millions de francs CFA. Cette commune a suffisamment d'argent pour les 5 prochaines années pour organiser dans sa commune, dans les villages environnants, l'accès universel à l'eau et à l'électricité. Mais comment développer l'économie en détruisant l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que celle-là? Parce que l'or dont vous parlez attaque sérieusement cet environnement. En réalité, il n'y a pas d'activité économique qui ne détruise pas l'environnement. Il y a des activités économiques qui sont très mal encadrées, comme l'exploitation artisanale, comme y compris l'or industriel, dont on ne se préoccupe pas beaucoup de la réhabilitation des sites délaissés. C'est ces enjeux-là qu'il faut organiser. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, les géologues vous indiquent le potentiel minier de l'or, du pays de la terre des hommes, comme Legault l'avait dit de la Haute-Volta dans ses mémoires, il a écrit la Haute-Volta, c'est la terre des hommes, il n'y a rien d'autre que des hommes. Il n'y a pas de ressources. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Le potentiel de l'or du Burkina est le même que celui du Ghana, qui est aujourd'hui le premier producteur d'or devant l'Afrique du Sud, désormais, le Ghana. Donc c'est pour expliquer qu'il y a une mutation
importante qui est arrivée dans ce pays, qui n'est plus un pays pauvre, en tout cas en termes de ressources naturelles. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des choses automatiques qui vont se traduire dans la richesse, mais l'enjeu, aujourd'hui, c'est la capacité du peuple burkinabé, des intellectuels, des hommes d'affaires, de la société civile, du personnel politique, à faire en sorte que les ressources naturelles soient converties en capital humain en termes de santé et d'éducation. Justement, on sait que dans ce pays, il y a eu de grandes luttes sociales, des grandes luttes syndicales pour rétablir les égalités. Avez-vous le sentiment qu'il en est resté quelque chose pendant toutes ces années? Est-ce que ça a apporté quelque chose dans ce pays? Comme disait l'autre, seule la lutte libère. Je crois qu'il faut en prendre conscience. Dans ce pays, on a vu sous la révolution sankariste, ou sankarienne, chacun dit un peu comme il veut, un travail fait pour donner la santé au peuple, pour donner à manger au peuple, pour donner des maisons au peuple. La particularité de Sankara, c'était ça. Parce que ça aussi, c'est une chose dont on a... Est-ce que ça n'a pas reculé aujourd'hui? Évidemment que ça a reculé. Je parlais tantôt des 27 années de clientélisme, voilà, et voilà, qui ont ramené au goût du jour l'appât du gain, la corruption, etc. Et j'en passe. Et aujourd'hui, comment vous pouvez voir qu'un seul individu au Burkina Faso puisse posséder plusieurs milliers de parcelles pendant qu'il y a des gens qui n'en ont pas du tout? La question du foncier, etc. Sous la Révolution, ce concept de gouvernance par l'exemple. C'est-à-dire que les dirigeants avaient le souci de donner l'exemple. Et ce souci-là a complètement disparu de nos jours. Plus personne ne veut donner l'exemple. Et c'est ce qui amenait les populations à se sacrifier, entre guillemets, dans le sens où elles étaient capables de réaliser des travaux, des prodiges, avec pas grand-chose. Thomas Sankara a compris qu'il y avait un peuple qui avait une volonté de se mettre au travail. Docteur, je voudrais dire un mot sur la corruption qui est très important. Ce n'est pas un phénomène qui nous tombe du ciel. Ça a une histoire dans notre pays. Notre tradition d'intégrité, de relative moins de corruption par rapport à d'autres demeure, y compris avec les statistiques actuelles. Mais dans notre propre histoire, la corruption a explosé depuis longtemps. L'analyse économique que j'en fais est que, en réalité, l'ouverture libérale en 1991, avec les programmes d'ajustement structurel, les privatisations, des fois des bradages de patrimoine public ont été l'occasion de corruption massive. Mais ça a créé un écart de salaire entre le secteur public et le secteur privé. Et les économistes savent que ça alimente la corruption. Donc, il y a des causes concrètes dans cette corruption. Il y avait un système politique qui était une sorte de quasi-monopole politique. Et les systèmes de quasi-monopole politique sont favorables à la corruption. Aujourd'hui, on a un système d'oligopole politique parce qu'on n'a plus un seul parti qui domine tout. Mais on constate que malheureusement, cet oligopole non plus n'a pas ramené la corruption en arrière. Donc, de ce point de vue, on a cela. Je voudrais revenir un peu sur Sankara pour dire que je ne veux pas paraître comme un idolâtre sur la question. Un petit peu quand même, mais bon. Non, j'ai écrit une tribune, je suis chercheur là-dessus, j'ai écrit une tribune qui s'appelle Sankara partout, Sankara nulle part. Autant c'est le plus grand tome de notre histoire, autant j'ai dit toutes les belles choses que je sais. Aujourd'hui, on a un énorme problème avec son héritage, à savoir que cet héritage est galvaudé, est idolâtré, et cet héritage est récupéré par des gens qui sont tout sauf ce que Sankara était. Et en conséquence, ça pose un énorme problème. Il faut souligner cela pour la jeunesse, pour dire que Sankara, c'était le goût de l'effort, le goût du travail. Sankara, c'était une extrême grande culture personnelle, qui est son mérite personnel. Sankara, c'était être dédié totalement à sa communauté. Ça, ce sont des valeurs qui nous manquent aujourd'hui. Donc, c'est des éléments que je voulais souhaiter. Mais je vais dire autre chose sur l'économie, qui est aussi en lien avec la corruption tout à l'heure. Une deuxième bonne nouvelle de l'insurrection, c'est qu'à la faveur de l'insurrection populaire de 2014, il y a eu en 2015 une nouvelle loi anticorruption. Cette nouvelle loi anticorruption, nous la devons beaucoup à une organisation qui s'appelle le Réseau de lutte contre la corruption dans notre pays, qui avait drafté cette loi depuis des années. Et l'opportunité politique a été récupérée pour mettre en place cette loi. Cette loi a fait aujourd'hui que l'ancien ministre de la Défense, quand je dis ancien, il n'y a pas 2 ans, est en prison aujourd'hui pour délit d'apparence. En gros, il a construit une énorme villa chez lui et il n'a pas pu faire la preuve que cette villa, en tout cas, ce n'est pas encore jugé, que cette villa, il avait construite à partir de ses ressources illicites. Il est en prison aujourd'hui. Ce sont des petites choses que nous ne remarquons pas, mais qui n'auraient jamais pu exister sans le renouveau politique occasionné en 2014. Donc, c'est pour indiquer qu'effectivement, de ce point de vue, il y a des dynamiques qui ne sont pas seulement négatives, il y a des dynamiques positives. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que la nation se mobilise sur ses grandes priorités. Parce que c'est le vrai problème. On a des problèmes majeurs de sécurité aujourd'hui. On va parler de la sécurité pour terminer, mais je voulais, puisque le temps tourne vite, que nous parlions aussi de culture, puisque ici, c'était la capitale, l'une des capitales de la culture en Afrique et la capitale du cinéma africain.
avec le FESPACO, toute l'Afrique venait ici. On a le sentiment que les choses se dégradent au fur et à mesure, se moquer, que ce n'est plus la capitale du cinéma. Comment cela s'explique ? Le Burkina a perdu cet héritage-là ? Non, je crois que Ouagadougou, c'est toujours la capitale du cinéma. Mais je pense que certains nous ont fini, à force de compétir, par nous distancer quelque peu. Et cela va de soi. Je dis que le problème est politique, donc la solution ne peut être que politique. Il n'y a plus de volonté politique pour développer le cinéma ? Non, il n'y a même pas de vision. Il n'y a même pas de vision. Et quand on est dans le domaine de l'artistique, du culturel, de la création, c'est-à-dire, pour moi, c'est le sommet et la racine de toute chose. Voilà, il n'y a pas de création, il n'y a plus rien qui existe. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que le Burkina n'a pas su se transformer, c'est-à-dire n'a pas su suivre le mouvement, que le cinéma qui a été fait ici est peut-être un peu dépassé? Je pense qu'il y a eu quand même un problème d'adaptation qu'il faut que nous puissions identifier et pointer du doigt. Et à côté de ça aussi, il y a d'autres opportunités culturelles qui se sont réveillées au Burkina. Aujourd'hui, par exemple, on transforme autrement le coton, on voit autrement le coton. Et on a labellisé de moins en moins quand même le Faso d'Anfani qui était l'uniforme. Non, quand même, je me dis que ça s'est modernisé. Il y a beaucoup de création là-dedans. Il y a beaucoup de productions plus raffinées. Et on vient même de labelliser les Faso d'Anfani ici au Burkina. Beaucoup de créateurs acceptent maintenant de travailler la cotonnade burkinabé parce qu'elle a été franchement améliorée. On a de très beaux designs. Tout le monde veut se mettre en Faso d'Anfani. Voilà ce mot qui me... Ça, c'est le Faso d'Anfani. Oui, ça, c'est Faso d'Anfani moderne. Le Faso d'Anfani. Voilà, et puis là aussi, on vient de labelliser et les chapeaux. On a un chapeau un peu qui ressemble... Chapeau de Saponné. Le chapeau de Saponné. On essaie de faire de nouvelles ouvertures sur la culture. Le cinéma, c'est le 7e art, le cinéma. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pans de la culture qui se développent au Burkina. La teinture, la peinture, les créations, la mode et tout. Bon, je me dis que le Burkina, à l'instar d'autres pays, comme je vous dis, on n'est pas dans une bulle. Et ce qui se passe ailleurs nous affecte. Des fois, ça nous affecte de façon très violente. Comme la sécurité qui est venue nous trouver. Justement, parlons-en. Mais je veux revenir rapidement sur l'aspect culturel. Et il y a une injustice flagrante à ce niveau-là. Dans le sens où les capitales les plus arrosées d'un point de vue médiatique, où les gens ont envie de réaliser des choses, de faire des choses, où les budgets arrivent, où les producteurs investissent, etc., c'est Dakar, c'est Abidjan. Dans la sous-région, c'est comme ça. Dépasser ça, et puis depuis quelque temps, Accra. À part ça, Ouagadougou, bon, c'est vu un peu comme quelque chose d'un peu exotique. On va venir à la révolution Sankara, etc. L'histoire, machin, etc. On a l'impression qu'on veut nous classer dans l'histoire. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso, ce n'est pas seulement le FESPACO. C'est la première radio libre d'Afrique. C'est la première télévision d'Afrique. Je parle du continent. Et c'est peut-être aujourd'hui la plus belle place culturelle encore en Afrique de l'Ouest. Encore. Sur les arts vivants comme le théâtre, comme la danse, avec d'immenses danseurs comme Irène Tassambédé, comme Salia Sanou, comme Serge Aimé Koulibaly, comme Seydou Boro, qui sont ces formes d'expression artistique où aujourd'hui on est encore plus en vue que le cinéma. Donc il y a une sorte de course de relais. Ce qu'il manque, c'est le jacuzzi pour les touristes. Oui. Alors, on va parler rapidement de ce qui est la plus grande menace qui pèse sur ce pays. Comment en finir avec ce terrorisme? Comment vous, Burkinabé, vous envisagez d'en finir avec ce qui fait des morts ici tous les jours quasiment? Ce qui fait peur aux gens, même aux investisseurs qui ont envie de venir ici. J'ai envie de dire que la bonne nouvelle dans cette mauvaise situation, c'est que nos capacités de mobilisation sont largement sous-estimées. En conséquence, je considère que la menace, le danger, le risque n'est pas au-delà de nos capacités. Nous avons eu une sorte de distraction nationale les 5 dernières années. Ce n'est pas une manière de parler du pouvoir seul, c'est une manière de parler de l'ensemble du personnel public qui a été, à mon sens, incapable de donner la priorité aux défis majeurs du pays qui sont la question de la violence terroriste, des violences communautaires qui émergent, qui nous posent un énorme problème parce que nous sommes quelque chose de singulier dans la sous-région. Nous étions ce pays qui n'avait pas de nord et de sud, comme beaucoup d'autres. En ce sens que les clivages ethniques, les clivages régionaux, les clivages religieux n'étaient pas décisifs dans la compétition publique dans notre pays. C'est en train de déraper. Je crois à notre capacité de nous remobiliser là-dessus, en particulier par 2 bonnes nouvelles. J'ai donné deux avant. La troisième, c'est
l'opinion publique en constitution. On a une formidable opinion publique qui est en train de se constituer. Oui, mais lorsqu'on écoute ça, on se dit qu'il y a une forte opinion publique. On vous a vu vous mobiliser pour faire partir un président de la République de façon extraordinaire. Et on se dit, comment vous n'arrivez pas à vous mobiliser contre ces obscurantistes qui sèment la mort dans ce pays? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Nos leaders, en premier les intellectuels, j'en fais partie, je bats ma coulpe. Les intellectuels, les artistes, les hommes politiques, les autorités morales et religieuses ont été incapables, majoritairement, globalement pris, d'avoir une distribution de l'indignation qui puisse prioriser ces défis-là. De sorte qu'on s'est occupé de choses plus ou moins importantes, comme les élections, à mon avis, et on ne s'est pas occupé de ces questions majeures. De sorte que j'ai pu écrire que, comme dans la situation, on dit, allez, la patrouille à mort, nous voterons dans n'importe quelle condition, et on ne regarde pas le grand défi du pays, qui est comment on le sécurise. Qui doit mobiliser? Smoké, vous étiez dans la rue, vous avez mobilisé du monde. Comment ne pas vous mobiliser un peu plus contre ce fléau qui fait plus de morts que les politiques dont vous parlez? Cette question a besoin d'une vraie réforme à tous les niveaux. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un problème structurel. Ce n'est pas une réponse circonstancielle qui va permettre de régler la question de la sécurité. Est-ce que ce n'est pas possible, parce qu'on arrive au terme de l'émission, de mobiliser la population contre ces personnes qui les massacrent, qui les tuent, qui les violent? Est-ce que la société civile ne devrait pas aussi s'indigner contre cela? Mais si, mais on s'indigne, on ne le fait que tous les jours. Mais je dirais que oui. Mais vous êtes moins audible hein, par rapport à lorsqu'il s'agit de politique. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, les bonnes choses ne se font pas forcément avec du bruit. Je crois qu'on a un vrai problème aujourd'hui. On fait face à un défi très important, c'est la question du changement de mentalité. C'est la question de la transformation de notre façon de penser pour s'approprier nos vrais problèmes et y trouver des solutions. Juste pour terminer. Voilà, je voulais juste dire qu'on a le sentiment que la question du terrorisme n'a pas semblé jusqu'à présent être la préoccupation des citadins. Lorsque le problème a commencé à Djibo, au nord, au Soum, on a considéré que c'est l'affaire du Soum là-bas. Progressivement, ça a atteint le sud du Soum, c'est-à-dire le San Matenga. On a commencé à comprendre que c'est plus sérieux que l'affaire du Soum, etc. On est à l'est aujourd'hui. Et il n'y a pas une province, une région du pays qui n'est pas menacée. On est même arrivé jusqu'ici à Ouaga. On est arrivé jusqu'à Ouagadougou. Donc chacun pense que c'est encore loin, alors que la scène se passe à sa fenêtre. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience d'abord, nationale et totale, que l'ensemble des citadins ruraux, et tous comprennent que le terrorisme concerne tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est en province que ça ne regarde pas les citadins. Ensuite, il faut bien sûr une volonté politique, étant entendu qu'il y a les forces de sécurité qui sont sur le terrain, et cette guerre, cette bataille ne peut pas être gagnée sans la participation des populations. Donc, absolument. Le retour de la confiance... On va terminer là-dessus parce que le temps est très court, vous avez pu vous en rendre compte. Elle aimerait être beaucoup plus long. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir dresser un bilan. Merci. De ces 60 ans d'indépendance. Et puis bon courage, on espère qu'on se retrouvera dans 60 ans et qu'on dira que ça a bien marché. Que les ancêtres vous entendent. Inch'Allah. Merci en tout cas et bon courage. Merci. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Émission conjointe RFI France 24. Nos remerciements aux équipes techniques, à Grégory Sankara, Thomas Hollande, Delphine Michaud, Ouezin Luoulon, Fabrice Nebier, Gérard Sommet et Drissa Ouarga. Rendez-vous dans 2 jours, le 7 août à Abidjan, pour le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'info continue sur France 24.